Bienvenue dans cette deuxième partie de la série de vidéos dont l'objectif est de vous donner les notions essentielles en algorithme pour commencer par programmer. Dans cette deuxième partie, nous allons parler des variables, des types et des opérateurs. En mathématiques, au secondaire ou au lycée, nous sommes tous déjà tombés sur une formule qui ressemble à ceci. Nous avons f de is égale à 2is plus 3, tel que is appartient à l'intervalle 0 à 10. La signification de cette formule, c'est que nous avons une variable qui représente is ici, et que cette variable peut prendre une valeur comprise entre 0 et 10. Généralement, dans les énoncés au lycée ou au secondaire, on nous demandait de calculer f de 0, f de 1, c'est-à-dire f de certaines valeurs. Il suffisait de remplacer la variable ici, is, par les valeurs. Donc ici, pour calculer f de 0, il suffisait de remplacer is par 0. Donc si on remplace le is par 0 ici, f de 0, ça nous fait 2 fois 0 plus 3. f de 1 sera égal à 2 fois 1 plus 3, ainsi de suite. En informatique, on manipule souvent des valeurs, comme le nom d'une personne, l'âge d'une personne, le prix d'un produit, etc. Une variable est juste un identifiant qu'on associe à une valeur pour faciliter sa manipulation. Nous avons ici deux exemples de variables, l'une représentant le nom d'une personne et la seconde représentant l'âge d'une personne. Il faut noter qu'en algorithme ou en programmation de façon générale, une variable peut avoir un nom, un type et une valeur. Donc si nous reprenons l'exemple des deux variables nom et âge que nous avons vu tout à l'heure, donc nous avons la variable nom ici, dont le nom est nom et dont le type est chaîne dans ce cas. Nous avons la deuxième variable dont le nom est âge ici, dont le type est un entier ici. Et la valeur que prend cette variable ici est la valeur 12. Il faut noter que la valeur d'une variable peut changer durant l'exécution de l'algorithme ou du programme. Donc ici, nous avons la variable âge qui a initialement une valeur 12 et cette variable, durant l'exécution du programme ou de l'algorithme, prend maintenant sa valeur initiale plus 1. Donc ici, à la fin, cette variable âge aura la valeur 12 plus 1. Donc comme en mathématiques, cette variable sera remplacée par sa valeur lors de l'exécution du programme ou de l'algorithme. Donc nous avons initialement la valeur 12 ici, et à la fin, cette variable aura la valeur 12 ici plus 1. Donc au final, la variable aura pour valeur 13 lors de l'exécution de ce pseudocode de façon séquentielle. Concernant les règles de nommage d'une variable, le nom d'une variable doit commencer par une lettre, peut contenir des lettres et des chiffres et peut également contenir des caractères spéciaux. Donc ici, nous avons des exemples de noms de variables valides. Donc nous avons nom qui contient que des lettres. Nous avons user1 ici qui contient qui commence d'abord par une lettre, qui contient un caractère spécial et un chiffre. Donc nous avons également user1 également ici qui contient des caractères alphanumériques. Donc on peut choisir également d'écrire par exemple le nom de la variable lorsqu'il s'agit d'une constante, par exemple en majuscule. Donc nous verrons tout cela par la suite dans la pratique. Donc nous avons également ici des exemples de noms de variables qui ne sont pas valides. Donc ici nous avons 12 user qui n'est pas valide. Pourquoi? Parce que le nom d'une variable doit commencer par une lettre, ce qui n'est pas le cas ici. Pareil ici. Et là, nous avons le nom de la variable qui commence par un chiffre. Donc, toutes ces variables sont des exemples de noms de variables non valides. Concernant le type d'une variable, nous avons vu lors de la vidéo précédente que pour la conception d'un algorithme, deux choses sont essentielles. La structure de données à utiliser et la structure de contrôle. Lorsqu'on parlait de structure de données, au fond, on faisait référence au type de variable. Le type d'une variable détermine l'ensemble des valeurs que peut prendre cette variable durant l'exécution du programme. Dans l'exemple mathématique que nous avons vu, lorsqu'on a écrit f de is égale à 2is plus 3, tel que la valeur is appartient à l'intervalle 0 à 10, l'explication ou la signification de cela, c'est que notre variable is peut prendre des valeurs qui sont comprises entre 0 et 10. Donc dans ce cas, en mathématiques, on dira, si on veut faire une similitude avec la mathématique, on va dire que l'intervalle 0 à 10 représente pour nous le type de cette variable is. Donc il faut également noter que le type d'une variable détermine l'ensemble des opérations que nous pouvons effectuer sur cette variable. Dans la plupart des langages de programmation,
le type d'une variable est déclaré lors de sa création ou de son initialisation. Dans la vidéo d'introduction, nous avons également vu qu'il existe deux grands groupes de structures de données ou de types de variables. Nous avons d'un côté les types de base qui sont dits primitifs et nous avons d'un côté les types qui sont créés à partir des types de base que nous appelons les types non primitifs. Nous avons également dit lors de la vidéo d'introduction que nous allons nous focaliser essentiellement sur les types primitifs, puis nous allons également voir un type non primitif linéaire qui est le tableau. Donc nous allons passer en revue dans cette partie les différents types primitifs qui représentent les types de base. Le premier type de base que nous allons voir est le type entier. Ce type permet de représenter tous les nombres signés ou non qui sont sans virgule. Donc nous avons ici des exemples d'entiers. Donc nous avons 0 qui est un nombre sans virgule et non signé. Nous avons la valeur -1 qui est un exemple de valeur entière signée. Donc signé parce que cela porte un signe qui est moins dans ce cas. Lorsqu'on dit qu'une variable est de type entier, cela veut dire que cette variable peut prendre des valeurs signées ou non, mais sans virgule. Lorsque nous voulons déclarer une variable comme étant un nombre à virgule, on utilise dans ce cas le deuxième type de base qui est le réel. Donc nous avons également ici des exemples de valeurs qui sont de type réel. Donc nous avons la valeur 0 qui est un nombre sans virgule. Nous avons la valeur 1, moins 1,5 qui est une valeur signée à virgule. Le troisième type de base disponible en algorithme est le booléen. Ce type nous permet de déclarer une variable qui peut prendre que deux valeurs, soit vrai ou faux, soit 0 ou 1. Nous verrons plus l'utilité de ce type lorsque nous allons commencer par parler des structures de contrôle. Le dernier type de base disponible en algorithme est le type chaîne de caractères. Ce type nous permet de représenter toute valeur qui est du test. Comme son nom l'indique, une chaîne de caractères est une chaîne constituée de caractères. La particularité des chaînes de caractères, c'est qu'elles sont encadrées par des guillemets ou des double quotes. Donc ici, nous avons quelques exemples de chaînes de caractères. Donc on voit que tous les chaînes de caractères que nous avons ici sont encadrées de double quotes. Donc une chaîne de caractères peut contenir des caractères alphabétiques. Donc ici, nous avons une chaîne qui est constituée seulement de caractères alphabétiques. Nous avons ici une chaîne qui est constituée de caractères spéciaux, de symboles, de caractères numériques et de caractères alphabétiques. Donc nous avons encore ici d'autres exemples. Donc une chaîne de caractères peut contenir également de l'espace comme nous l'avons ici. Leur particularité, c'est qu'elles sont encadrées de double quotes. Nous avons vu tout à l'heure que le type d'une variable détermine l'ensemble des opérations qu'on peut effectuer sur une variable. Pour effectuer les opérations, on utilise des opérateurs. Les opérateurs sont des symboles qui nous permettent d'exécuter des opérations dans un algorithme ou dans un programme. En algorithme, nous avons différents types d'opérateurs. Nous avons des opérateurs arithmétiques, des opérateurs de comparaison, l'opérateur d'assignation et les opérateurs logiques. Nous allons donc passer en revue ces différents types d'opérateurs. Les opérateurs arithmétiques sont utilisés en algorithme pour réaliser des opérations de calcul. Il s'agit de l'opérateur d'addition, de soustraction, de multiplication, de division et de modulo. Le modulo est l'opérateur le moins connu. Il s'agit du reste de la division entière de deux nombres. Donc si je prends 10 et que je le divise par 2, le reste de la division entière c'est 0. Lorsque je prends 10 et que je fais sa division entière par 3, donc le reste sera 1. Donc le modulo nous permet de calculer le reste de la division entière. Donc si je prends 7 modulo 3, donc j'ai 4 comme valeur. On dispose également en algorithme d'opérateurs nous permettant de réaliser des comparaisons. Donc ces opérateurs nous permettent de réaliser des comparaisons entre des variables, des constantes ou des valeurs. Donc il s'agit des opérateurs suivants. Nous avons le signe supérieur, le signe inférieur, l'opérateur égal, l'opérateur supérieur ou égal, inférieur ou égal est différent. Ici, la particularité ou ce qu'il faut noter, c'est que l'opérateur de comparaison égal n'est pas équivalent à l'opérateur dont nous avons l'habitude en mathématiques. Donc l'opérateur égal est représenté ici par un double égal. Et l'opérateur différent est représenté soit par un point d'exclamation suivi du signe égal ou soit de point d'exclamation suivi de double égal. Nous avons donc ici quelques exemples
qui utilise ces opérateurs de comparaison. Donc nous avons le 10, la valeur 10 qui est supérieure à 2. Nous avons le modulo de 10 par 2 qui est égal à 0. Donc ici, nous voyons que nous n'utilisons pas le égal simple, mais nous utilisons plutôt un double égal. Donc nous verrons par la suite la signification du égal simple en algorithme ou en programmation de façon générale. Donc ici également, dans notre algorithme, si en supposant que c'est une partie d'un algorithme, donc la signification, c'est que la valeur 10 est équivalent ou est égal à 7 plus 3. Ici, nous avons 7 modulo 3, c'est-à-dire le reste de la division entière de 7 par 3 est égal à 4. On dispose en algorithme également d'opérateurs logiques qui nous permettent de réaliser des opérations logiques comme le et le ou logique. Nous avons ici un tableau qui résume l'utilisation du et logique et du ou logique. Il faut noter que les valeurs vraies et faux, nous avons déjà vu précédemment que cela représente des valeurs booléennes. Donc le vrai peut être remplacé par 1 et le faux par 0. Donc la signification de ce tableau, c'est que en informatique ou en algorithme, lorsque je fais vrai et vrai, cela me donne vrai. Lorsque je fais vrai et faux, cela me donne faux. Vrai et faux me donne faux également. Lorsque je fais du faux, faux et faux, cela me donne faux. Nous allons plus utiliser cela dans la pratique et vous verrez que c'est très facile à comprendre. Donc le ou logique, lorsque je prends le ou logique, lorsque je fais vrai ou vrai, cela me donne vrai. Lorsque je fais du faux ou vrai, j'ai du vrai. Lorsque j'ai du vrai ou du faux, j'ai du vrai. Lorsque j'ai du faux ou du faux, j'ai du faux. Ce qu'il faut retenir simplement ici, c'est que lors de l'utilisation du et logique, il suffit que l'une des valeurs soit fausse pour que la valeur finale ou que le résultat de l'opération soit faux. Donc si je prends un exemple ici, supposons j'ai du faux, lorsque je fais faux et vrai, j'ai faux. Pourquoi? Parce que au moins une des valeurs de l'opération est fausse. Donc pareil, lorsque je fais encore faux et faux, vu que j'ai une valeur qui est faux, automatiquement le résultat sera faux. Alors que pour le ou logique, il suffit qu'une valeur de l'opération soit vraie pour que le résultat soit vrai. Donc ici, si je fais vrai ou faux, vu que j'ai du vrai au moins une fois, du coup j'ai la valeur finale qui est égale à vrai. Lorsque je fais du faux et du faux, vu que je n'ai aucune valeur qui est vraie dans cette opération, donc du coup j'ai la valeur qui est égale à faux. Donc pour résumer encore une fois, le et logique, lorsque je l'utilise, il suffit qu'une valeur dans mon opération soit faux pour que le résultat soit faux. Alors que pour le ou logique, c'est le contraire, il suffit qu'une des valeurs soit vraie pour que le résultat final soit vrai. Donc logiquement, lorsque je fais du ou et que j'ai du faux partout, logiquement j'aurai du faux parce que je n'ai pas de valeur vraie dans l'opération. Pareil ici, lorsque je fais du et, il faut que toutes mes valeurs soient vraies pour que le résultat soit vrai. Parce que dès que j'ai une valeur dans l'opération où j'utilise le et qui est faux, le résultat sera automatiquement faux. Donc logiquement, j'aurai vrai seulement lorsque toutes les valeurs de l'opération sont vraies. Donc les opérateurs logiques sont très utilisés lorsqu'on va entamer la partie sur les conditions ou les structures de contrôle. Le dernier opérateur que nous allons voir dans cette partie est l'opérateur d'affectation, qui est représenté par le signe égal. Donc si vous vous souvenez, j'ai dit, lorsque j'étais en train de parler des opérateurs de comparaison, que le signe égal a une signification particulière en algorithme ou en programmation de façon générale. Le signe égal est un opérateur d'affectation, c'est-à-dire qu'il permet de modifier la valeur d'une variable en lui donnant une nouvelle valeur. Donc il ne faut pas comprendre le signe égal avec le double égal. Donc le double égal représente l'opérateur de comparaison et égal représente l'opérateur d'affectation. Donc si je mets dans mon algorithme ou dans un programme, lorsque j'écris A égale à 2, comme ça, cela veut dire que je suis en train de modifier la valeur de ma variable A pour lui donner la valeur 2. Donc on dit que je fais une opération d'affectation. Donc si au cours de mon programme, j'écris par la suite B, la variable B égale à A plus 10, cela veut dire que à B, j'affecte la valeur de A plus 10.
Donc ça veut dire que si ceci était un programme ou un algorithme, lors de l'exécution, j'aurai d'abord la valeur A qui aura la valeur 2. J'aurai B qui aura la valeur de A plus la valeur 10. Donc j'aurai A ici qui sera remplacé par sa valeur lors de l'exécution de cette ligne. Donc du coup, j'aurai ici B égale à 2 plus 10. Donc au final, ma variable B aura pour valeur 12. C'est-à-dire B égale à la valeur de A qui est ici égale à 2 plus 10. Donc B aura pour valeur finale 12. De la même façon, si je prends cet exemple ici, dans C, j'affecte la valeur de 7 plus 3. Donc C aura la valeur 10 ici. À la ligne suivante, je fais C égale à C. À C, j'affecte la valeur actuelle de C plus 4. Donc ça fait la valeur ici, c'est-à-dire 10 plus 4. Donc C aura pour valeur finale 14 après l'exécution de cette ligne. Donc l'opérateur d'affectation est l'opérateur que nous utilisons souvent en informatique ou en programmation ou en algorithme de façon générale. Donc dans certains tutoriels ou dans certains cours, vous verrez que cet opérateur, pour éviter d'induire en erreur, on le remplace par une flèche qui est dirigée vers la gauche, c'est-à-dire vers la variable dans laquelle on affecte la valeur. Donc à ne pas confondre avec l'opérateur de comparaison. Nous voici donc à la fin de cette deuxième partie dans laquelle nous avons parlé essentiellement des variables, des types et des opérateurs. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous verrons la notion de syntaxe, de sémantique et d'interaction homme-machine. Donc dans la prochaine partie, nous allons commencer par réaliser quelques pratiques en utilisant l'outil AlgoBoss. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web ou la programmation de façon générale, alors n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne YouTube DevPropulsor et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.